Alors, histoire qu'on ne se perde pas, on va commencer par poser un peu un de quoi parlons-nous. C'est quoi ce dont je parle quand je parle de cloud souverain? Vous allez voir, ça c'est rigolo. Donc la légende prétend que ça n'existe pas, puisque le cloud, comme chacun sait, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et le quelqu'un d'autre est aux États-Unis. Ça, on va voir que c'est pas vrai non plus. Je vais quand même vous lâcher juste pour vous faire plaisir et vous détendre un peu. Parce que vous verrez, le premier point, il y a beaucoup de juridique, donc je sens que je vais vous perdre. Le troisième, il y a quand même 2-3 bricoles un tout petit peu techniques pour vous amuser. Et puis le quatrième point, j'avais envie d'en parler, c'est moyennement en rapport avec le sujet, parce que c'est indirect, mais vous allez voir, je pense que pour moi, c'est le point clé dans cette histoire-là. Alors, de quoi parlons-nous ? Si on veut parler de cloud souverain, il y a une première lecture qui est... oui, il y a quand même il n'y a pas que des gamins dans la salle. Donc 2012, vous vous en souvenez, vous étiez déjà nés. Sarkozy nous avait fait ça lors d'un IG8. Pour les gens qui ont un peu de mémoire, il parlait de cloud souverain, etc. Et alors dans sa tête, cloud souverain, c'était le fait que la police puisse intervenir sur Facebook. Et donc ça, voilà, c'était l'idée qu'ils s'en faisaient, et ils ont essayé de réaliser ça par un investissement massif public, donc injecter beaucoup d'argent de l'État dans des acteurs qui ne savent rien faire dans le cloud, et ils espéraient que ça marche, et curieusement, ça n'a pas marché. Vous prenez des gens dont le métier est, j'en sais rien, moi, la navigation, puis vous essayez de leur faire construire des lignes de chemin de fer. Au bout de 20 ans, ça peut fonctionner, mais la première année, non. Il y a des histoires de savoir-faire dans les métiers. Donc c'est pas de ça qu'on parle. Le mot cloud souverain est revenu, mais il désigne plus du tout le même objet parce qu'il n'arrive pas du même point de vue. Alors en fait, le mot cloud souverain, il apparaît à cause de l'arrêt Schrems II de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors pour moi, qui suis un cofondateur de la Quadrature du Net, quand j'en parle avec mes potes, tout le monde voit ce que c'est l'arrêt Schrems II. Je me suis dit que vous, peut-être pas. Vous lisez pas les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne le soir pour vous endormir? Vous avez tort. C'est très rigolo. En fait, le point de départ de tout ça, c'est le Safe Harbor Act. Celui-là, vous voyez ce que c'est. Le Safe Harbor Act, vous l'avez tous. 1999, c'est un texte qui dit bon, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, on a des niveaux de protection de la vie privée des gens qui sont vaguement similaires. Bon, nos lois ne sont pas tout à fait gaulées pareil, mais enfin, il y a à peu près le même niveau de protection. Et donc, chacun est un havre sauf, en français, pour les données de l'autre. Et donc, on peut transférer des données personnelles de l'Europe vers les États-Unis ou des États-Unis vers l'Europe, parce qu'on offre un niveau de protection vaguement équivalent. Donc déjà, ce n'était pas très vrai en 1999, puis c'est devenu très très faux en 2001. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 2001, il y a des histoires d'avions qui plantent dans les tours. Et juste après, les États-Unis font passer un certain nombre de textes liberticides, antiterroristes. On fait ça souvent après les attentats, dont le Patriot Act. Et du coup, le niveau de protection des données personnelles n'est plus du tout le même en droit américain et en droit européen. Si vous voulez une version plus longue de la même présentation, dans le talk que j'ai fait à l'USI il y a quelques mois et qui se trouve sur YouTube, vous verrez, j'explique que côté Europe, on considère que le droit des données personnelles, c'est du droit des personnes, alors que côté américain, on va considérer que c'est du droit du business et que ça a des tas de petites conséquences. Monsieur Schrems, qui est en procès contre Facebook parce qu'il estime que ce que Facebook fait avec ses données personnelles, c'est pas bien, au bout d'un nombre d'années incalculable de procédures, se retrouve devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et en fait, la question qui est posée à la Cour de justice de l'Union européenne, c'est est-ce que le Safe Harbor Act est valide et est-ce qu'effectivement on a le droit, comme ça, de transférer des données personnelles entre l'Europe et les États-Unis? Et la Cour de justice de l'Union européenne dit non. Et elle fait un truc qu'elle ne fait pas souvent, hein. Elle casse un accord international, c'est-à-dire qu'elle casse le Safe Harbor Act en disant bah non, il n'est pas conforme au traité. Elle casse aussi une directive européenne pendant qu'elle y est. C'est des décisions assez lourdes qui tombent sur le fait que non, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données personnelles des gens. Panique à bord. De mémoire, la décision de la Cour doit tomber genre en octobre, et genre en février, on a signé un nouvel accord international. Je ne sais pas si vous voyez, quelques mois pour négocier un accord international, c'est extraordinairement court. Il y a un vent de panique à la Commission européenne. Les titres, les éléments de langage de l'époque, c'est « data must flow ».
Il est inenvisageable d'interrompre Facebook. Et donc il signe le Privacy Shield qui est attaqué à peu près le lendemain matin de sa signature. Il y a 2 affaires contre le Privacy Shield. Il y a toujours l'affaire Schrems contre Facebook qui revient avec le Privacy Shield dans ses bagages. Il y a à peu près la même semaine de prévu l'audience d'une attaque de la Quadrature du Net contre le Privacy Shield. Et comme l'affaire Schrems était devant la Cour de justice de l'Union européenne, alors que l'affaire de la Quadrature était devant le tribunal de l'Union européenne, qui est un cran en dessous, c'est l'affaire Schrems qui a été jugée. Et même décision, la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas changé d'avis. Elle dit, ben non, le Patriot Act et le Cloud Act permettent des accès aux données personnelles avec un niveau de garantie et un niveau de contrôle qui ne sont pas conformes au droit européen. Et donc, toute entreprise qui est soumise à ces lois américaines ne peut pas être conforme au RGPD, quoi qu'elle fasse. Ce n'est pas possible d'être compatible avec la protection des données personnelles au sens du droit européen et d'être en même temps sous juridiction américaine. Et donc ça nous donne une première définition de cloud souverain qui est quel régime juridique est applicable. Parce qu'en fait, ou bien vous êtes sous le régime juridique de l'Union européenne et le RGPD s'applique et il y a un certain nombre de règles pour faire des choses avec les données personnelles, ou bien vous êtes sous juridiction américaine. Et la juridiction américaine est tout à fait extensive. C'est-à-dire que ça fait partie dans les 2 cas de droit qui sont de portée internationale. Je ne sais pas si vous avez bien ça en tête. Le Patriot Act ou le Cloud Act s'applique à toute entreprise américaine. Donc en fait, quand la NSA, vous voyez ce que c'est la NSA? La NASA, c'est ceux qui mettent les gens dans la Lune, la NSA, c'est ceux qui écoutent tout le monde. Il ne faut pas les confondre. Donc la NSA, quand elle demande à accéder des données, elle se contrefout de savoir si les données sont sur le territoire américain ou pas. Toute entreprise américaine est soumise aux demandes de la NSA, où que ce soit dans le monde. C'est très courant en droit américain, ça. Le droit américain s'applique un peu partout dans le monde. Par exemple, le droit du commerce américain s'applique sitôt qu'une transaction a lieu en dollars. Donc vous achetez de la cocaïne en dollars en Colombie, c'est du droit du commerce américain qui s'applique. Aussi surprenant que ça paraisse. Donc le droit américain est de portée internationale et le droit européen aussi, puisque le droit européen, en matière de données personnelles, c'est du droit de la personne, il est centré sur la personne. Et donc, les droits sur mes données personnelles sont des droits qui me sont propres, sont des droits de l'individu. Et donc, toute entreprise manipulant mes données personnelles doit respecter mes droits parce que je suis citoyen européen, parce que je suis résident en Europe. Et donc, si c'est une entreprise américaine, elle doit aussi respecter mes droits. Et si c'est une entreprise du Zimbabwe qui exploite des serveurs en Ouzbékistan, elle doit quand même respecter mes droits. Et donc, du coup, c'est un des rares cas où le droit de l'Union européenne est aussi de portée internationale. Donc, on a 2 modèles de droit qui sont de portée internationale pour 2 raisons différentes et qui sont, d'après la Cour de justice de l'Union européenne, qui est donc l'instance suprême chargée de dire ce qu'est le droit européen, les 2 sont incompatibles. Et donc, il y a une définition de cloud souverain qui est de dire, OK, quel est le régime juridique applicable? Est-ce que c'est celui des États-Unis d'Amérique ou est-ce que c'est celui de l'Union européenne? Il y a une deuxième piste. Qui parmi vous a lu Le Capital de Karl Marx? Pas le manifeste du Parti communiste, là, celui que tout le monde sait, qui explique qu'il faut pendre les patrons avec des tripes de curé ou le contraire, je ne sais jamais. Non, celui qui est un livre d'économie. Les premiers chapitres du Capital, c'est un manuel d'économie. Il y a des notions de macroéconomie élémentaire qu'on enseigne toujours, hein, qui viennent de là. Vous avez une idée de ce que c'est la balance du commerce extérieur et ce genre de trucs et pourquoi c'est intéressant ou ça vous échappe un peu? Alors si je vous le fais en économiste du 19e siècle, j'achète un costume sur le marché. Si le costume est importé, la seule plus-value qui a lieu dans ma zone économique, c'est la plus-value du marchand. Okay, la marge du marchand, sur cette marge, il va payer des impôts, il va payer des salariés, il paye son étal, il paye sa patente. Tout ça, ça a lieu dans mon espace économique. Tout le reste a lieu dans l'espace économique où le costume a été produit. Si au lieu d'importer des costumes, on importe du tissu, alors il y a la plus-value du tailleur qui a transformé le tissu en costume, puis la plus-value du marchand qui ont lieu dans mon espace économique. Si au lieu d'importer du tissu, j'importe du fil, eh bien il y a la plus-value du tisserand, et puis la plus-value du tailleur, et puis la plus-value du marchand. Si au lieu d'importer du fil, j'importe de la matière première, donc du coton ou du lin, des choses comme ça, ou de la laine, il y a la plus-value de la filature, il y a la plus-value du tisserand, il y a la plus-value du tailleur, et il y a la plus-value du marchand. Si je fais pousser la laine ou le coton dans des champs de par chez moi, alors la totalité de la plus-value a lieu dans mon espace économique. Okay ? Et ce qu'on sait,
c'est que du coup, quand on importe des trucs, on fait monter le chômage. Puisque tout le travail correspondant, il a eu lieu ailleurs. C'est-à-dire, si j'importe le costard au lieu d'importer du fil, eh ben, la filature est au chômage, le tisserand est au chômage, le tailleur est au chômage. Okay. Donc quand on importe des choses, on met les gens au chômage. Quand on exporte des choses, on crée de l'emploi chez soi. C'est pour ça que c'est intéressant, la balance du commerce extérieur. Et donc en matière de cloud, si vous achetez du cloud importé, vous faites monter le chômage. Et si vous achetez du cloud fabriqué en Europe, vous faites baisser le chômage. La qualité n'intervient pas. Je sais, c'est bizarre et c'est perturbant. Vous achetez de la merde qui fonctionne mal et qui est produite en Europe, votre zone économique européenne devient plus prospère, les gens sont moins chômeurs, ils sont plus riches, ils achètent plus de produits, etc., etc. Vous achetez un produit absolument génial, mais top, nickel, pas cher en plus, tout joli, qui brille et qui fait poète-poète, une forme de This is a Revolution, vous voyez, tout blanc, avec des coins arrondis, enfin... et bien, curieusement, chez vous, les gens, ils deviennent pauvres, après, ils brûlent les poubelles dans les rues, enfin, vous voyez, c'est le dawa. Ça, c'est de la macroéconomie élémentaire, on sait ça depuis le 19e siècle. C'est une autre définition de cloud souverain. Okay, c'est souverain au sens, ça vient de mon espace économique. Et puis, il y a une troisième notion, qui est une notion régalienne, qui est, typiquement, serait-il acceptable que le fichier de l'état civil soit hébergé sur les serveurs de Microsoft ou de Google? Curieusement, le ministère est d'avis que non. Vous voyez? Donc ça, c'est les trois grandes notions qu'on peut donner à souverain. Et en fait, la notion de cloud souverain, c'est une notion qui n'est pas très opérationnelle, avec laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Moi, comme ingénieur, je suis plus à l'aise avec la notion de cloud sous contrainte. C'est-à-dire que j'ai envie, en général pour des questions religieuses, mais parfois pour des questions plus sérieuses, de passer une partie de mon informatique dans le cloud. Alors, je parle de questions religieuses parce que ça marchait vachement bien comme c'était, et du coup, il faut absolument changer parce que la mode actuelle est de faire du cloud. Ça me rappelle un peu le bidule de Carl Zero, pour les gens qui situent. C'est vieux, pardon, j'ai des références de vieux. Et donc j'aime mieux cette notion de cloud sous contrainte. Alors, à droite, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'optimisation sous contrainte. Et donc typiquement, la CJUE crée une contrainte juridique sur la protection des données personnelles. Si votre système d'information manipule des données personnelles d'individus résidant en Europe, vous avez une interdiction légale de passer ça sous juridiction américaine. Donc vous ne pouvez pas faire opérer les systèmes informatiques qui manipulent ces données, ni sur le territoire américain, ni par une entreprise américaine. Voilà. Ça, c'est simple. Après, est-ce que vous avez peur de l'amende ou pas? Tout se négocie. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas le droit de vendre du hacking, et pourtant, je sais que plusieurs parmi vous en fument. La notion d'interdit, c'est toujours très relatif tant qu'on n'a pas pris l'amende. Dans certains métiers, on va avoir apparaître des contraintes réglementaires particulières qui sont liées au métier. Typiquement, les opérateurs d'importance vitale. Vous voyez ce que c'est, les opérateurs d'importance vitale, ou c'est pas clair? Je sens comme un flottement. Il y en a 2-3 qui hochent la tête en faisant bien oui, donc eux, ils connaissent. Ce sont toutes les grandes entreprises qui jouent un rôle stratégique important dans la survie du pays. Ce sont les entreprises qui doivent continuer à fonctionner, y compris s'il y a un tremblement de terre, y compris s'il y a un tsunami. Alors en France, il n'y en a pas masse. Y compris s'il y a une guerre, y compris s'il y a une pandémie, y compris si ça doit continuer à tourner. Alors, dans les trucs évidents, il faut que EDF continue à fabriquer de l'électricité. Il faut que les hôpitaux continuent à pouvoir découper les gens et les recoudre. Il faut que... Alors, vous voyez, si les agences publicitaires ne fonctionnent pas, par exemple, c'est pas grave. Okay, ça, c'est pas un opérateur d'importance vitale. En revanche, si la Société Générale ou la BNP Paribas s'arrêtent, il y a suffisamment de millions de gens qui se retrouvent dans une dèche indescriptible pour que ce ne soit pas acceptable. Donc les banques doivent fonctionner, quoi qu'il advienne. Il est indispensable que les télécoms fonctionnent, il est indispensable que les réseaux d'eau, que les réseaux électriques fonctionnent. Il y a tout un tas de très grands acteurs économiques comme ça, qui sont des opérateurs d'importance vitale. Et ils ont tout un tas d'obligations légales qui en découlent. Ils ont des contraintes sur la façon d'être résilients. Dans les contraintes réglementaires, on a aussi tout ce qui est secret défense. Ça, c'est super rigolo. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion de bosser un tout petit peu dans le monde de la défense, quand vous voyez apparaître des notions comme diffusion restreinte spéciale France, c'est des trucs où... alors, il faut que ce soit sur des ordinateurs qui sont en France, qui sont opérés par une entreprise française dont tous les salariés sont de nationalité française et sont tous habilités secret défense. Donc, vous voyez, Microsoft, ça colle pas.
Mais il n'y a pas beaucoup de trucs qui collent. Hein. Vous voyez, enfin, OVH, vous essayez, tous les salariés habilités secret défense, ça ne marche pas non plus. Il y a des histoires de secret des affaires, etc. Bref, chaque métier a ses contraintes spécifiques. Il y a tout ce qui va être grand groupe secteur public, où là on va voir apparaître des contraintes politiques. Hein, le ministre a dit, ça c'est une contrainte. Puis des contraintes stratégiques, c'est-à-dire que l'entreprise a signé un accord exclusif avec telle boîte. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Donc c'est pas spécialement nouveau, mais c'est une notion qui me paraît plus opérationnelle comme ingénieur. Maintenant, question, est-ce que ça existe, ce machin-là? Eh bien, étonnamment, oui, ça existe. Il y a 4 réponses classiques quand on a des contraintes sur du cloud sous contrainte. Il y a la catégorie no-go, qui est une bonne réponse. C'est-à-dire, vous avez telle et telle et telle contrainte juridique, et donc finalement, la solution que vous aviez avant, elle est bien. Okay, on l'a fait en COBOL sur du mainframe en 1960, la réglementation a finalement pas tant changé que ça, et le truc fonctionne, il répond aux contraintes qu'on a. Pourquoi changer? Et c'est une bonne réponse, hein, l'air de rien. Il y a la catégorie cloud privé, c'est-à-dire qu'on veut effectivement le cloudifier parce qu'on a besoin d'un peu d'élasticité, on a besoin de telle ou telle techno, on a trouvé une bonne raison technique de justifier la conteneurisation et donc on veut des conteneurs. Il y a une des solutions qui est de dire ok, puisque aucun acteur sur le marché ne produit ce que je veux, je vais fabriquer un cloud, je vais l'opérer avec des logiciels que j'installe dessus, c'est une réponse. Il y a la catégorie, alors je vous ai cité que les opérateurs de cloud français que je connais, donc ils n'y sont pas tous. Vous voyez par exemple, je n'ai pas cité Agora Calicé, parce que c'est une toute petite boîte du côté de Strasbourg, mais qui est un acteur de cloud pas beaucoup plus mauvais qu'un autre. Mais des acteurs en France, il y en a un paquet, des acteurs en Europe, il y en a un paquet. Je ne vous ai pas cité les Européens, des gens comme Ionos en Allemagne, j'en parle pas. Mais voilà, et il y a des gens qui fournissent du IaaS, il y a des gens qui fournissent du PaaS, il y a des gens qui fournissent... Il y a un peu de tout. D'où le côté catalogue à l'après-vert. Et puis il y a une catégorie qui est en cours d'émergence. Alors pour le moment, elle existe essentiellement sous forme de slideware, ce qui en informatique est très satisfaisant pour le monde du business, mais beaucoup moins pour les ops, et puis les gens qui veulent de l'informatique qui marche, oui. C'est une solution de directeur. Vous savez ce que c'est la différence entre un directeur et un responsable? On vous a appris ça? Ah, on vous a pas appris. Ça, j'ai appris ça à l'époque où j'ai bossé chez France Télécom. La différence entre un directeur et un responsable, c'est que le responsable n'est pas directeur et que le directeur n'est pas responsable. C'est vachement simple. Le responsable, c'est celui qui se relève la nuit pour que ça marche. Et comme il se relève la nuit pour que ça marche, si ce qu'il faut, c'est mettre un bout de scotch, un bout de ficelle, mettre un bout de bois pour que ça tienne. Enfin, il va faire ce qu'il faut, mais lui, ce qu'il veut, c'est dormir la nuit, donc il faut que ça marche. Le directeur, ce qu'il veut, c'est que ce ne soit pas de sa faute. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il ne faut pas qu'on puisse le lui reprocher. Et donc lui, il va acheter le plus cher, idéalement vendu par le leader du marché. Si ce n'est pas adapté au problème, ce n'est pas grave, on ne le lui reprochera pas. Bien. Donc pour le moment, le cloud US sous licence, ça marche assez bien sur le papier et c'est une solution pour directeur. En fait, la bonne réponse à comprendre là-dedans, c'est que vous avez besoin de comprendre où est le problème et où sont les contraintes qui s'imposent à votre move to cloud pour être capable de choisir une solution. Et il y a une erreur à ne pas faire, n'essayez pas de vous prendre pour Netflix si vous êtes boulanger. Vous n'avez pas les mêmes contraintes opérationnelles. Vous voyez, si Netflix perd une donnée, eh ben, ils vont plus se souvenir de où j'en étais dans l'épisode 8 de la saison 3 de Doctor Who. C'est pas bien grave. Hein. Ils vont pas se souvenir que j'ai regardé telle ou telle série avant, et donc dans leurs recommandations, les recommandations ne vont pas être tip-top complètement adaptées à mon profil et à tout ce qu'ils ont fiché sur moi, parce qu'ils ont perdu une partie de ma fiche. Bon. Si votre banque perd une transaction, je vous assure, ça ne va pas se passer pareil. Vous voyez, genre, s'ils ont perdu la transaction de votre salaire, ça ne va pas vous arranger. S'ils ont perdu la transaction de votre loyer, vous, ça vous arrange, mais le propriétaire, moins. Etc., etc., etc. Donc en fait, dans le secteur bancaire ou dans un certain nombre de secteurs comme ça, on ne s'autorise pas à perdre des données. Alors qu'il y a plein de secteurs dans lesquels on peut. Voilà, les contraintes spécifiques à un secteur ne sont pas du tout les mêmes qu'à côté, et vous ne pouvez pas prendre le modèle économique de telle ou telle start-up à la con et espérer que ça s'adapte à un opérateur d'importance vitale. C'est pas vrai. Ça ne va pas le faire. Ou alors ça va le faire pour les trucs qui ne sont pas importants. Pour le chatbot sur le site web, par exemple, allez-y, on s'en fout. C'est pas sérieux.
Le pays ne va pas s'effondrer parce que le chatbot est en panne. De toute façon, quand il marche, déjà, il ne sert à rien. Qu'est-ce qui est important là-dedans? En fait, si je prends un point de vue d'informaticien, il y a besoin de changer d'angle. Pourquoi je vous emmerde avec du droit et avec de la stratégie d'entreprise et du machin, alors que je m'adresse plutôt à des informaticiens, à des architectes, etc. Parce que, en fait, ça permet de comprendre la douleur. Quand vous utilisez le cloud en carton de telle boîte ou de tel ministère, c'est pénible, ça marche pas bien, c'est lent, c'est mal branlé, c'est machin, c'est trucs et c'est bidules. Si vous ne savez pas pourquoi vous utilisez ça, vous vous dites, mais putain, je déploie ça chez Amazon, ça va arrêter de me casser les pieds, puis ça va marcher, quoi. Bah ouais, mais non. Bah non, parce qu'il y a plein de contraintes. Et en fait, si tu comprends les contraintes qui font que c'est pour ça que tu es obligé de respecter ces procédures à la con, ça ne rend pas les procédures plus intelligentes, mais au moins tu as moins mal. Ou tu sais pourquoi tu as mal. Et du coup, plutôt que d'essayer d'aller discuter avec le chef de projet, puis avec le chef du chef de projet, puis avec le sous-directeur de projet, puis avec le directeur de projet, on met tout ça chez Google, et on va vous répondre non de toute façon. Vous pouvez épuiser une énergie infinie. À un moment ou à un autre, on vous dira non. Essayez plutôt de dire, dites, vous voulez pas, on monte une petite équipe pour améliorer le truc qui marche pas, là, histoire que le ticket il soit plié en 24 heures au lieu d'une semaine. Bref, il y a mieux à faire. Il y a un truc aussi que j'entends très souvent, j'y reviendrai, les couches basses ne sont pas magiques. Tous les informaticiens qui ne connaissent que le cloud ont ce réflexe de croire Amazon est magicien, Google est magicien, ils savent faire des trucs, j'y arriverai jamais. C'est faux. Ce que font Amazon et Google, ma génération a appris à le faire, et je vous jure, on n'est pas magicien, on était déjà alcoolique à l'école. Ça s'est un peu amélioré avec l'âge, parce que bon, forcément, on ne tient plus bien, mais... Et un truc bien aussi, c'est ce que j'appelle la spirale de l'échec, c'est-à-dire l'organisation qui prend un asset stratégique et qui essaye de le déplacer dans le cloud, et qui échoue et qui ne comprend pas pourquoi. Parce qu'en fait, il commence, et puis il y a les gens de la sécurité qui disent alors, parce que résilience maximum bidule, il faut que ce soit sur 2 sites distants de 40 km. Ah, ça fait chier. Il faut une redondance 3 copies machin, il faut de la sécurisation norme bidule plus, optimal premium, et donc... et puis tout d'un coup, le projet devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher, de plus en plus lourd, de plus en plus... jusqu'à, ah bah dis donc, il n'a plus lieu. Et à aucun moment, quelqu'un n'a la big picture et est capable de dire nous avions des contraintes fortes et en fait, on a essayé de faire quelque chose qui n'était pas adapté aux contraintes. Et souvent, ils ne sont pas capables de prendre le recul. Et puis, bon, il y a la légende, vous la connaissez toutes, hein, celle du Cloud Manager, où on développe un truc qui est complètement portable, quel que soit le cloud provider qui est derrière. On est d'accord, hein, ça marche très bien en PowerPoint. Vu par les architectes, un des sujets là-dedans, c'est qu'il n'y a plus de réponse simple. Il n'y a plus de réponse unique et générale. Vous voyez, le côté je vais tout balayer chez Amazon comme un gros babouin, ça marche bien quand on est une start-up, ça ne marche pas quand on est un grand acteur compliqué, ça ne marche pas quand on est un ministère, parce qu'on peut faire tout comme un gros babouin quand on est un ministère, mais pas chez Amazon. Vous voyez, c'est... alors pareil, la légende du cloud qui scale à l'infini. Je ne sais pas si vous connaissez un acteur de cloud qui peut vous fournir, je sais pas, une base Postgre de 27 pétaoctets, par exemple. Non. Bah non. Voilà, point. Même Amazon, pas mieux. C'est une légende. Ça scale à l'infini, c'est pas vrai. Pareil, on ne cherche pas un idéal, parce qu'effectivement, le côté je fais tout hyper simple, je vais le coder en Scratch et l'héberger chez AWS, c'est une solution pour les enfants. La vraie informatique, elle ne fonctionne pas comme ça. Et donc, il faut chercher, sous les contraintes que nous avons, une solution optimale. On est d'accord que optimal, ça ne veut pas dire idéal. Hein. Ça ne satisfait pas tous les critères, mais ça satisfait le moins mal le maximum de critères possibles. Et en fait, il faut apprendre et inventer. Ça, c'est un truc qui surprend un peu les informaticiens, parce qu'on est quand même formé à être des feignants, hein, à travailler le moins possible, à laisser bosser la machine. Mais en fait, il se trouve que les gens qui viennent du monde littéraire savent ça. Quand on a des contraintes pour créer, on crée plus. Si je vous demande d'écrire un texte sans contrainte, vous allez avoir beaucoup de mal à être créatif, alors que si je vous donne des règles, même des règles idiotes, genre écrire sans utiliser la lettre E, c'est casse-couille, hein, mais on peut, ça s'appelle la disparition.
Donc voilà, c'est un bon contexte dans lequel il faut inventer des trucs. Bien, un petit peu de technique, juste quand même pour vous rappeler des choses. On a tous en tête que Linux, c'est de la techno américaine. Est-ce qu'on est bien d'accord dans la salle, tous unanimement, que bah non, il y a plus de contributeurs en Europe qu'aux États-Unis, et que le berceau du projet, c'est quand même plutôt une université du nord de l'Europe. Donc non, c'est pas des technos américaines. Ça a l'air, hein, parce qu'il y a plein de marques américaines autour en ce moment. Si vous voulez regarder des technos issus purement de cloud providers français, allez regarder un truc comme Biscuit. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un modèle de token d'authentification avec une réduction possible de droits qui fonctionne de manière totalement distribuée. Donc sans serveur central pour vérifier la validité des tokens. C'est très joli. Il y a une espèce de micro-blockchain toute simplette, toute jolite, qui s'écrit en quelques dizaines de lignes de n'importe quel langage de script. C'est très mignon. Techniquement, c'est très mignon. C'est dommage que ce soit utilisé à peu près que par la boîte qui est auteur du truc, mais c'est vraiment un joli modèle. Techniquement, c'est marrant. Si vous allez regarder les API des cloud providers français, alors bon, il y en a qui sont un peu cracra, je dirais pas de mal, donc je ne vais pas donner les noms des un peu cracra, mais il y en a des biens, il y en a qui ont des API assez jolies en fait, qui sont plutôt moins moches que celles d'Amazon ou de Google. Les copains qui bossent dans le machine learning, ils m'ont dit, mais tu sais, la bibliothèque de référence, alors j'ai oublié le nom de la bibliothèque, je m'excuse, c'est pas mon secteur. La bibliothèque de référence sort de l'INRIA. L'INRIA, vous voyez tous ce que c'est, hein, c'est pas américain, c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Et puis, bah, pour vous dire ça de manière un peu politiquement pas correcte, tous nos ministres sont très contents de nos licornes. Nos licornes, c'est quand même des petites boîtes qui sont nées en France, qui ont inventé des trucs et puis qui ont été rachetées par les Américains. Du coup, c'est qui apporte l'innovation là-dedans? Parce que les Américains, ils ont apporté le pognon. L'innovation, c'était nous. Bien. Et puis, il y a ce bout de syndrome de l'imposteur sur lequel je veux finir. Donc, il faut se méfier de tout un tas de fausses idées. C'est Cédric O qui racontait ça, feu ministre de l'inutilité au numérique, qui expliquait qu'il n'y a que les Américains qui savent faire, qu'il n'y a que les Américains qui savent écrire des programmes, que nous autres, on est incapables de faire un algorithme, bababa. Bon, ça, c'est de la merde, c'est faux, on vient d'en parler. La France est en retard dans le numérique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je me souviens de l'époque où je bossais chez un opérateur de câble. Alors maintenant, il n'y en a plus qu'un, donc vous savez lequel c'est. Il y a une quinzaine d'années de ça, je bossais chez Numéricloon. Et on avait des fournisseurs américains, dont certains qui nous fournissaient des logiciels qui marchaient suffisamment mal pour qu'ils nous envoient des ingénieurs pour aider à débugger. Et donc, les mecs super sympas. Vraiment hyper sympas, les ingénieurs américains qui sont venus. Et puis, on discute un peu de ce que c'est les offres d'accès câble. On leur décrit ce que c'est un accès câble en France à l'époque. Hein, donc 100 mégabits, tout un bouquet de chaînes de télé, du téléphone, du machin, du truc et du bidule, pour grosso modo 30 €, quoi. Le mec qui sort sa calculette, il fait une petite conversion, il fait non. Non. Ce que tu racontes là, ça vaut 120 $. Je fais, bah ouais. Aux États-Unis, ça vaut 120 $, mais en Europe, ça vaut 30 €. Vous voyez, on a cette idée qu'on est le tiers-monde numérique par rapport aux États-Unis, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Il y a plein de secteurs sur lesquels c'est pas vrai. Nos ingénieurs sont absolument pas plus mauvais que les leurs. Nos infrastructures télécoms sont plutôt meilleures que les leurs. Enfin voilà, c'est pas vrai, c'est juste faux. On n'est pas le tiers-monde numérique des États-Unis. En revanche, en termes de marketing, on est nul. J'ai entendu vachement souvent des ingés me dire « Ah, mais je préfère prendre un service managé parce qu'au moins, ils vont bien s'occuper de la redondance. » Ouais, ou pas. Moi, j'aime bien, si c'est un peu critique, que ce soit moi qui l'ai fait, parce que moi, je sais où sont les erreurs, c'est moi qui les ai commises. Et je sais que si ça ne marche pas, c'est sur moi qu'il faudra taper. Alors que j'ai fait confiance à, si c'est vital, non. Et donc voilà, on mélange trop facilement le budget marketing de ces grandes boîtes avec un travail techniquement innovant. Parce que pour innover techniquement, il vous faut une toute petite équipe d'informaticiens très brillants, alors que les X milliards de recherche des grands groupes américains, il y en a une grande partie qui est essentiellement de la fumée. Alors cependant, il y a quand même des tas de limites dans les acteurs du cloud. Nos opérateurs de cloud sont trop petits. C'est-à-dire, vous prenez les plus gros, genre OVH, qui est vraiment une grosse machine. Si OVH devait absorber tout le move to cloud, ne serait-ce que de 2 acteurs du CAC 40, la boîte coule. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas assez de serveurs en stock,
Ils ne sont pas capables de négocier les contrats suffisamment gros. En fait, ils ne sont pas capables de grandir assez vite pour absorber tout ça en très peu de temps. Mais d'un autre côté, aucune boîte du CAC 40 n'est capable de changer d'opérateur de cloud en moins de 15 ans. En lissant le truc sur 15 ans, ça passe. Vous voyez? Donc nos opérateurs sont trop petits, ça, objectivement. Certains services manquent. C'est-à-dire que vous trouverez du machine learning as a service chez machin, mais pas chez l'autre. Vous trouverez de l'object storage ici, mais pas là. Vous trouverez pas tout partout. Ouais, ok. Tous les services de tous les acteurs ne sont pas disponibles avec toutes les certifications. C'est-à-dire que si vous voulez que ce soit certifié habilitation données de santé et que ce ne soit pas soumis au Cloud Act, et que ce soit certifié Secnum Cloud, et que ce soit sur une technologie Google, parce que vous ne parlez pas les autres technologies que Google, et que, bah, à la fin, il n'y a rien. Voilà. Donc tout n'est pas disponible partout. C'est bien pour ça qu'il faut faire une optimisation sous contrainte. Et puis, il faut quand même admettre que pour tout un tas de grands acteurs économiques, opérer un cloud privé, bah, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui croient que c'est facile. Il y a beaucoup de marchands de rêve qui leur ont vendu que c'était facile, qui leur ont dit installez donc OpenShift, ça marche tout seul. Bah, ça ne marche pas tout seul. Voilà. Donc il y a tout un tas de limites. Je suis en train de dépasser un peu le temps qui m'est imparti. Cependant, on peut d'ores et déjà faire des choses. Alors le apprendre, faire un essai, pour moi, c'est pour les grands groupes. C'est pas vous individuellement. Enfin, si, toi, tu peux dans ta piole tester des trucs, c'est toujours rigolo, mais un grand groupe qui va voir ces contraintes juridiques qui sont en train de se renforcer. Les décisions des différentes CNIL européennes sur le sujet, pour le moment, ils en sont à gratouiller un tout petit peu autour de Google Analytics. Quand ils vont passer de Google Analytics à GCP, vous allez voir, ça va piquer un peu plus fort. Et donc, apprendre à se servir de ces technos, apprendre à gérer de l'hybride, apprendre à gérer des solutions un peu plus complexes. Renoncer au syndrome de l'imposteur. Le nombre de fois où j'ai entendu dans des boîtes dire ah, ben alors, il faudrait trouver un éditeur du logiciel qui fasse ça, et du coup, on va acheter un bidule, 250 000 € de licence pour faire en général un truc assez trivial. Bah, non, en fait, si c'est vraiment important pour votre business, et s'il manque une feature dans un produit clé, enfin, je sais pas, dans Cube, il vous manque telle feature très précise dont vous avez besoin, ça ne vous crée pas un motif de rester chez Azure ou chez Amazon. Si vous êtes une grande entreprise, alors quand je parle de grande entreprise, on parle d'acteurs du CAC 40 ou de cette taille-là, vous voyez, bah, devenir contributeur sur un projet comme le noyau Linux ou Kubernetes, ou enfin, vous voyez, des trucs un peu de large échelle comme ça, c'est l'affaire de 5 ou 6 ingénieurs un peu pointus qu'on laisse bosser tranquillement dans leur coin. Ce n'est pas des gros moyens. Enfin, je ne sais pas si vous avez une vague idée du budget informatique des grands groupes, mais une petite équipe de 5-6 ingénieurs à qui on fout la paix, c'est de l'argent de poche. Il faut comprendre le principe de Peters. Ça, moi, ça me gonfle depuis que j'ai fait mes débuts en informatique. Alors, si je le formule poliment, un excellent développeur n'a pas à devenir chef de projet. Franchement, si tes armes de guerre, c'est VI, Git, et que tu parles C comme il faut, et que tu fais du code bas niveau, etc., et que tu es vraiment brillant à ça, si on te fait devenir chef de projet, on se passe d'un truc. Hein. En revanche, tu peux être un très bon chef de projet et pas très bien savoir coder parce que ça t'a jamais amusé. Mais dans nos boîtes, tu commences par être développeur, et puis parce que tu as été sage, tu passes tech lead, et puis parce que tu as été sage, tu passes directeur de mission, ou je sais pas quoi, ou product owner, et tu te mets à faire du marketing, alors que ça se trouve, en marketing, tu es une buse, quoi. Pour moi, un développeur brillant, il n'y a pas de raison de lui faire autre chose, et du coup, il n'y a pas de raison qu'il reste sur un salaire de merde. Vous voyez ? Un développeur brillant qui a 20 ans de carrière, il vaut cher, et il vaut cher même pour faire du code. Et ça les vaut. Un développeur brillant qui fait brillamment du code, vous en avez 3 dans une équipe, vous pouvez en virer 30 médiocres. Hein. Et puis, il y a un aspect mettre en commun. Quand il manque certaines briques, pour moi, c'est de la réflexion côté DSI. Il te manque une feature clé dans, mettons, Kubernetes. Et donc, tu dis, bah, je vais prendre 4-5 ingénieurs, monter la petite équipe, comme il disait, l'autre taré avec une cravate bête. Bah ouais, mais enfin, ma petite équipe, je fais ma petite règle de 3, j'ai pris des ingés pas trop mauvais, donc je les paye un peu bien, ils ont un bureau, tout ça, ça me coûte 500 000 € par an, ma petite équipe. Du coup, la feature en question, elle me coûte 500 000 € par an. Pourquoi j'en ferais cadeau à mes concurrents ?
Mais en fait, tu peux en faire cadeau à tes concurrents parce que c'est pas là qu'est ton business. Toi, tu es banquier. Ce qui te rapporte du blé, c'est pas ça. Ce qui te rapporte du blé, c'est des taux d'intérêt, des emprunts, des placements, des machins, des bidules. C'est pas de savoir si tu dépenses 200 ou 300 000 euros de plus ou de moins sur tes 5 milliards de budget informatique. Donc tu peux te permettre de le mettre à disposition parce que c'est pas critique. C'est pas là qu'est ta valeur ajoutée. Et en fait, si tu le verses au pot commun, bah, tes concurrents, certes, vont se mettre à s'en servir, mais peut-être que les plus malins de tes concurrents vont apprendre eux aussi à mettre au pot commun un certain nombre de trucs dont tu pourras bénéficier et qui t'empêcheront pas de vivre. Et ça, c'est une approche qui n'est absolument pas intuitive en Europe. C'est typiquement un truc que... Alors Microsoft a mis longtemps à comprendre. Il y a 20 ans, Microsoft, ils n'arrivaient pas à comprendre ça. Maintenant, ils y sont, ils arrivent à contribuer. Mais Google a compris ça dès le début. Ils ont toujours contribué du code. IBM a mis moins longtemps que Microsoft, et j'en reste très surpris.